Bonjour à tous, bienvenue à Strasbourg dans cette nouvelle édition d'Europe Hebdo, votre rendez-vous de l'actualité européenne. Dans cette émission, direction le Portugal, pays en crise depuis des années certes, mais aussi un des meilleurs élèves en termes d'énergie renouvelable. Éolienne, hydraulique, biomasse, photovoltaïque. Aujourd'hui, 70% de l'électricité consommée est d'origine verte. Alors le virage écologique lusitanien est-il généralisable? Quelle politique énergétique pour l'Europe de demain? Nous en débattrons avec nos invités. Mais d'abord, l'actualité, fumée blanche au Parti populaire européen qui a désigné Jean-Claude Juncker, l'ancien Premier ministre du Luxembourg, comme candidat à la Commission européenne. Et la faiseuse de roi n'est autre que la chancelière allemande. Alors le PPE est-il sous l'emprise d'Angela Merkel? C'est la question de la semaine. Ça y est, le Parti populaire a voté. Enfin, finalement, on n'attendait plus qu'eux. Face à face, Michel Barnier, commissaire européen, et Jean-Claude Juncker, l'éternel Premier ministre du Luxembourg, aujourd'hui déchu. Finalement, c'est le luxembourgeois qui l'emporte avec plus de 60% des suffrages. Après avoir été président de l'Eurogroupe pendant des années, le voilà donc candidat au titre de président de la Commission européenne. Ou peut-être du Conseil européen. Accéder au fauteuil de candidat, ce grand monsieur du Grand-Duché peut remercier Angela Merkel, la faiseuse de roi. Un vote qui met sur la touche Michel Barnier. Ou pas. Alors, Angela Merkel a-t-elle la main mise sur le PPE ? Et pour répondre à cette question, c'est Joseph Daul que je reçois. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes président, donc nouvellement réélu du PPE et du groupe PPE au Parlement européen, donc du Parti populaire européen. Vous étiez donc à Dublin ces derniers jours. Alors, répondons directement à cette question. Est-ce que c'est Angela Merkel, finalement, et la CDU allemande, qui dirige ce parti? Ça me fait sourire. Parce que quand j'étais... ma première réunion, quand M. Martens est décédé, Oui. Ma première réunion, c'était Angela Merkel et Van Rompuy qui me disaient il ne faut pas de candidat pour le PPE. Ah, il ne faut pas de candidat, Voilà. carrément. Ça, c'était là. Et moi, j'ai rappelé simplement ce que nous avions voté à Bucarest, au niveau du parti, et j'ai dit, moi, je suis là pour faire appliquer les règles qui ont été votées par un congrès. Donc, et ça prouve que je les ai fait appliquer jusqu'au bout. Oui, mais alors jusqu'à la dernière minute, on a quand même poussé Michel Barnier à se retirer pour faire de Jean-Claude Juncker le grand candidat adoubé par tous. Bon, est-ce qu'il n'y a pas un problème, entre guillemets, d'apprentissage, si je puis dire, de démocratie interne au sein du Parti populaire européen? Alors écoutez, au niveau du Parti populaire européen, c'est le seul parti qui a voté et les délégués ont choisi leur candidat. Non, les Verts ont voté. Non, mais il n'y avait pas 25 candidats chez les socialistes et chez les libéraux. C'est Prenons vrai. les gens qui comptent ici dans ce Parlement. Hein. Ah, les Verts comptent aussi. Donc, moi, je crois que là, au niveau du parti, d'abord, on nous reproche qu'on n'est pas assez démocrate. Et pour une fois que, oui, et là, je remercie Michel Barnier, que la démocratie a joué jusqu'au bout. Il a fait une super bonne campagne. Et donc, et je peux vous dire que tous les délégués étaient contents. Mais alors justement, on voit bien que Jean-Claude Juncker finalement a été mal élu, si je puis dire. On s'attendait à un plébiscite. Finalement, avec le nombre de suffrages exprimés, on tombe donc de 61 à quasi 40%. Il y a quasi 200 délégués sur un peu plus de 600 qui ne se sont pas exprimés, qui n'ont pas voté. Est-ce que c'est pas finalement un peu un aveu d'échec? Non, il n'y avait pas 200, il y avait 200 délégués qui n'étaient pas là. C'est-à-dire, si vous avez 80, 100 ou 120 voix, par exemple, il faut envoyer 120 députés à Dublin. Il y a des partis qui n'ont pas envoyé 120 députés à Dublin parce qu'ils avaient 120 voix. Donc, les délégués qui étaient présents, tous votaient. Le jour avant pour mon élection et ce jour-là, parce que les gens sont encore arrivés le premier jour, les délégués qui étaient là ont tous voté. Et on ne peut pas dire aujourd'hui que les gens ne sont pas venus au Congrès, ça c'est faux. Le problème, donc là en l'occurrence, c'est que Jean-Claude Juncker n'a pas fait vraiment l'unanimité. On parle de lui comme d'un dinosaure. Il est dans les instances européennes, il a été négociateur du traité de Maastricht. Il a été donc président de l'Eurogroupe pendant des années, Premier ministre du Grand-Duché du Luxembourg pendant 18 ans. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Et surtout, il a toujours été un petit peu si je puis dire, le défenseur des paradis fiscaux. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de casting sur Jean-Claude Juncker? Non. Jean-Claude Juncker, on ne peut pas lui reprocher ces choses-là. Mais je voudrais encore une fois revenir aux deux candidats. Nous avions deux candidats super européens.
2 candidats qui connaissent le fonctionnement de l'Europe et qui connaissent le fonctionnement de la Commission. Et ça, c'est important pour le parti. Donc, Jean-Claude Juncker est capable de mener demain à bien comme président de la Commission et de gérer l'Europe. Ça, c'est très important. Et tous les 2 candidats qui étaient là, c'était 2 candidats potentiels. Et c'est ça qui, c'est ça la force qui est du important. PPE. Alors justement, la force du PPE, c'est d'avoir été capable, si je puis dire, de mettre un candidat effectivement à la présidence de la Commission européenne. Mais certains pays rechignent encore à accepter le fait que ce candidat devra être désigné par les parlementaires européens et donc adoubé par le Conseil, donc c'est-à-dire les États. Comment ça va se passer dans quelques mois finalement? Qui va décider? Madame, le Congrès a pris une décision que je vais faire appliquer après les élections. Que le candidat et le groupe qui arrive en tête sera officiellement nommé pour la présidence de la Commission. Ça, tous les chefs d'État qui étaient à ce Congrès ont accepté ce message. Y compris Angela Merkel. Tous les chefs d'État et de gouvernement ont accepté ce message. Donc vous pouvez nous assurer que si le PPE arrive en tête, ce sera bien Jean-Claude Juncker qui sera président de la Commission. D'accord, ok. Alors justement, je voudrais qu'on écoute, parce que vous avez reçu Yulia Tymoshenko lors de ce congrès. Il y a une autre actualité qui nous occupe depuis quelques semaines, c'est l'Ukraine. Et hier, le président Yanukovych s'est exprimé à la télévision. Je souhaiterais qu'on l'écoute. Je voudrais vous rappeler que je reste le seul président légitime d'Ukraine, mais aussi le chef des armées. Je n'ai jamais démissionné. Je suis en vie. Mes pouvoirs ne m'ont pas été retirés par la Constitution. Monsieur Daul, est-ce que le président Yanukovych est toujours le président de l'Ukraine pour votre parti? Pour moi, non. Parce qu'il y a des élections. J'avais proposé au président Yanukovych, en décembre, avant Noël, de dire, voilà, les gens sont dans la rue, il y a un problème de démocratie, il faut refaire des élections. Et peut-être il aurait été réélu. Là, j'aurais eu du respect. Mais la manière dont il a géré cette crise, non, ce n'est pas possible. La discrédité au nom de son propre parti. Vous avez donc reçu, comme je le disais, Yulia Tymoshenko, donc, qui est son opposante historique, si je puis dire, qui a été emprisonnée durant des années. Est-ce que vous considérez que c'est quelqu'un qui peut représenter une alternative à... Écoutez, nous avons les 2 partis en Ukraine, donc du centre droit. C'est à eux de décider qui va les représenter aux prochaines élections. Tymoshenko, ici au Congrès à Dublin, nous étions très fiers d'avoir pu libérer Yulia Tymoshenko. Maintenant, c'est au parti de voir. Klitschko était là aussi. C'est notre rôle. C'est dans notre rôle. Vous savez que moi j'ai 52 partis différents dans mon groupe. Donc c'est au parti et la responsabilité du parti pour voir qui se présentera. Bien sûr, nous faisons tout pour qu'il n'y ait pas 2 candidats au niveau des élections pour le mois de mai. Alors, on a vu effectivement Angela Merkel, donc, qui est membre également du PPE, c'est-à-dire que la CDU est membre du PPE, agir face à la Russie dans une tentative de médiation. Est-ce que l'Europe n'a pas été complètement éclipsée sur ce dossier? Non. Si vous avez regardé le sommet, le dernier sommet, vous oubliez qu'il y avait un dernier sommet où il y avait une unité de vue européenne sur ce qui se passe en Ukraine. Mais on s'est réveillé un peu tard, c'est-à-dire que la crise a commencé en décembre. Vous savez, ça c'est toujours au niveau de l'Europe, quand il y a 28 membres, pour moi c'est vrai, vous avez raison, ça ne va pas assez vite. Mais j'étais déjà très content et l'unanimité avec les Anglais, c'est pas rien. C'est effectivement déjà une petite victoire. On voit que Catherine Ashton a quelque peu été éclipsée sur ce dossier. Quel est votre sentiment par rapport au poste de haut représentant de l'Union européenne? Écoutez, le haut représentant, et là je voudrais rendre hommage à Catherine Ashton, même si elle n'est pas de mon groupe politique. Je crois qu'elle a travaillé, elle a bien travaillé. Parce que n'oubliez pas, ce poste a été créé il y a 5 ans. Oui, enfin, on avait quand même un poste auparavant qui s'occupait mais de attendez, diplomatie. ok, mais quand vous connaissez la diplomatie de chaque pays et des grands pays européens, pour monter en puissance au niveau de l'Europe, ce n'est pas facile et ce n'est pas en 5 ans. C'est comme si demain je veux une défense européenne, ce n'est pas en 5 ans qu'on va mettre la défense européenne sur rail. Bien sûr. Alors, Joseph Daul, dernière question. Vous avez annoncé il y a quelques mois que vous quittiez cette grande maison que vous connaissez depuis des années pour rester à la tête donc, du Parti populaire européen. Pourquoi cette décision? Écoutez, moi dans ma vie, j'ai toujours fait par 10 ou 15 ans. Et après, j'ai changé. Donc la question s'était posée.
vu mon jeune âge de 67 ans, plus 5, ça fait 72. Et il y a eu effectivement le décès de Wilfried Martens. Sinon, qui est donc l'ancien président du Parti populaire européen. Peut-être j'aurais pris une autre décision. Je vous l'avoue très franchement. Mais comme Wilfried Martens, 2 jours avant sa mort, m'a téléphoné en disant « Je voudrais que toi tu reprennes le parti » et que les délégués pratiquement m'ont élu, donc très fortement m'ont soutenu, je ne peux pas faire les deux. Merci Joseph Daul d'avoir été avec nous. On est ravis de vous avoir reçu. On espère vous recevoir de nouveau très bientôt. Nous, direction le Portugal, ce petit pays dont on a l'habitude de parler pour la crise économique qui le secoue depuis des années et le champion en Europe des énergies vertes. 70% de l'électricité consommée est d'origine renouvelable. Alors, à quelques jours d'un sommet européen consacré à la question et 3 ans après la catastrophe de Fukushima, nous avons voulu voir comment cela s'organisait dans ce petit pays. Direction le Portugal avec Sandra Cerqueira. Difficile de les rater, elles sont partout. Au Portugal, les éoliennes font partie du paysage. Nous sommes à une quarantaine de kilomètres de Lisbonne. La proximité de l'océan offre des vents favorables toute l'année. Jorge Sequeira est exploitant indépendant. Il a vu dans l'éolien une énergie d'avenir. La production d'énergie éolienne a sextuplé en 5 ans et représente aujourd'hui près de 40% de la consommation nationale d'électricité. C'est le résultat d'un pari politique pour améliorer notre indépendance énergétique. Au Portugal, l'arrivée des parcs éoliens n'a pas suscité d'opposition. Le développement massif de l'énergie éolienne a été bien accueilli car pour installer les parcs éoliens, il a fallu construire des routes, améliorer certaines infrastructures et cela a aidé au désenclavement des villages isolés. Les communes ont tiré profit de l'utilisation de leurs terres et cela a été vu comme une réelle opportunité, une bouffée d'air. Une opportunité d'emploi également. Dans un pays où le taux de chômage dépasse les 15%, ce marché a permis à beaucoup de Portugais de retrouver le chemin du travail. Ce parc éolien, il continue à bien produire? Oui, et les résultats sont plutôt bons. Les techniciens avec lesquels Georges collabore se sont formés récemment. Près de 40 000 emplois ont été créés avec les énergies renouvelables. Les personnes avec qui je travaille et qui assurent la maintenance ont suivi des formations de techniciens. En temps de crise, c'est ce dont le pays a besoin. Nous avons ainsi pu garder une main-d'œuvre formée, qui, sans le secteur du renouvelable, aurait quitté le pays. L'essor du renouvelable a aidé à dynamiser les régions les plus pauvres grâce à l'implantation d'un tissu industriel. C'est le cas dans l'Alentejo. À Évora, capitale de la région, bon nombre d'entreprises sont en difficulté. Celle-ci, spécialisée à l'origine dans l'aéronautique, se porte bien depuis qu'elle a misé sur le photovoltaïque. Combien de plaques on produit aujourd'hui? À peu près 500 à 600 par heure. De nouveaux contrats à la clé, plus d'activités et des embauches supplémentaires. Ce gérant n'imaginait pas que les énergies vertes pouvaient être à ce point rentables. Nous sommes mis à exporter hors des frontières d'Europe. Il y a 2 ans, on a exporté vers les Émirats arabes unis, puis vers les pays du Golfe. Notre entreprise a vraiment pris une nouvelle dimension. Comment expliquer ce miracle portugais? Par manque d'énergie fossile ou nucléaire, le pays a toujours été contraint d'importer. Alors produire de l'électricité renouvelable a permis de faire des économies. Jusqu'en 2005, nous importions 85% de l'énergie consommée. Cela représentait la moitié du déficit commercial portugais. C'était intenable pour notre économie. Depuis le virage énergétique, notre dépendance extérieure est moins importante et continue de baisser. Presque la totalité de l'électricité consommée en 2013 est d'origine renouvelable, un cas rare en Europe. Résultat d'une politique volontariste qui a débuté il y a près de 10 ans.
L'État a soutenu les installations en proposant des contrats qui fixent un tarif de rachat de l'électricité stable sur 15 ans, et ce, afin d'attirer les investisseurs sur ce nouveau marché. Mais avec la crise, l'attribution de nouvelles licences a été gelée. Cet ingénieur craint pour le développement de la filière éolienne, au moment où le pays tente de développer le prototype d'une nouvelle turbine d'éolien offshore, moins chère et plus efficace. Le Portugal produit parfois plus qu'il ne consomme, alors le véritable enjeu selon lui, c'est de pouvoir exporter davantage. La péninsule ibérique est encore considérée comme une île au sein de l'Europe. Le Portugal et l'Espagne sont connectés, l'Espagne et la France aussi, mais ça n'est pas suffisant. Il faudrait pouvoir exporter jusque dans le centre de l'Europe en développant les interconnexions entre le Portugal et les autres pays membres pour que naisse enfin un véritable réseau électrique européen. Et c'est une demande récente du gouvernement portugais, persuadé que sans l'achat de la production d'électricité verte du pays, il sera impossible d'atteindre les 27% d'énergie renouvelable au sein de l'Union européenne, l'objectif fixé par Bruxelles pour 2030. Et voilà pour ce reportage au Portugal de Sandra Cerqueira. Et pour évoquer cette question, je reçois deux députés avec moi. Bonjour, Boguslav Sonik, vous êtes député polonais, membre du Parti populaire européen, et Yannick Jadot, vous êtes député donc vert français. Quand on voit cet exemple en fait du Portugal qui a réussi en fait à produire quasi 70% de sa consommation en énergie verte, est-ce que vous considérez que c'est un exemple qui est généralisable à l'Europe entière, si je puis dire, Yannick Jadot? Absolument, absolument. On voit à la fois des pays comme la Suède, tout le nord de l'Europe, on voit des pays comme l'Allemagne qui ont fait ce choix d'accélérer la transition énergétique, à la fois parce qu'il y a un enjeu climatique évident. On a vu encore tout cet hiver des tempêtes à répétition dans tout l'ouest de la France. On voit les premières conséquences des changements climatiques, donc il faut sortir du carbone. Et puis, on voit surtout l'intérêt des énergies renouvelables en termes de création d'emplois, en termes d'aménagement du territoire. 40 000 emplois au Portugal. 400 000 en Allemagne. Enfin, je veux dire, c'est quand même des secteurs qui créent de l'emploi, alors qu'on voit beaucoup de secteurs économiques qui en perdent. Ce sont des secteurs qui créent de l'emploi. C'est souvent des emplois qualifiés, ce sont des emplois non délocalisables. Donc, on voit bien tout l'intérêt à la fois environnemental, économique, social de cette transition énergétique, sachant que le développement des énergies renouvelables ne doit pas non plus se substituer à une grande politique d'économie d'énergie. On le voit en Ukraine, on le voit avec la précarité énergétique, on le voit avec le fait que l'Europe dépense 1 milliard par jour d'importation d'énergie fossile. Il faut économiser l'énergie et il faut faire des énergies renouvelables. Boguslav Sonik, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que finalement ce n'est pas une possibilité, plutôt que de rester dans les énergies fossiles, que d'aller vers ces énergies vertes? Mais écoutez, il faut les deux, parce que pour le moment, l'énergie renouvelable fonctionne parce qu'ils ont des subventions d'État. Alors, il faut à un certain moment arrêter les subventions et voir comment ça va fonctionner, qu'on va avoir un marché libre. Mais quand vous parlez de subventions, vous dites que, en gros, les États soutiennent absolument ces filières, donc ces filières ne pourraient pas, entre guillemets, tenir la route sans ces subventions. C'est ça que vous voulez dire? Oui, par des achats d'énergie sur le prix fixe. Pendant la crise, il y a toujours le problème. Le deuxième problème est qu'il faudra toujours avoir de l'énergie fossile pour maintenir en marche même le renouvelable, parce qu'il n'y a pas encore les capacités de magasiner en fait, il y a aussi un vrai problème, effectivement, comme vous le dites, de recherche et développement autour de la possibilité de stocker cette électricité. Stocker, oui. Après tout... oui, bien sûr, il faut arriver à stocker l'électricité. C'est un des grands projets industriels et de recherche. Mais ce qu'on voit à travers le Portugal, c'est qu'on arrive justement à cet équilibre dans les énergies renouvelables, parce que l'hydroélectricité
qui n'est pas intermittente, permet de compenser l'intermittence de l'éolien. Et l'un des grands enjeux européens, c'est justement d'avoir des infrastructures énergétiques bien connectées à l'échelle européenne pour que quand il y a moins de vent sur la mer du Nord, on profite du soleil sur l'Europe du Sud, on profite de la biomasse, on profite des énergies marines. Oui, mais alors, donc c'est le bouquet énergétique mais le bouquet qui se énergétique, stabilise. la difficulté, c'est qu'il faut bien aussi transporter cette électricité. C'est quand même des investissements absolument fous, quoi. Mais transporter l'électricité ou connecter les régions entre elles, ça coûtera toujours moins cher que de développer des capacités de production pour servir les intérêts ou les besoins locaux. Donc il faut à la fois, encore une fois, économiser l'énergie, développer les énergies renouvelables. Excusez-moi, mais le rapport de la Commission européenne dit clairement qu'en Europe, les énergies les plus subventionnées sont les énergies fossiles, après c'est l'énergie nucléaire, et après seulement ce sont les énergies renouvelables. Et on sait que les prix des énergies renouvelables baissent de manière constante. Donc c'est des énergies qui deviennent compétitives. Plus de 2/3 des capacités de production électrique installées en Europe, ce sont des énergies renouvelables. C'est là où vont les investisseurs privés. Donc c'est à la fois de la perspective, encore une fois, c'est de l'emploi, c'est de la réindustrialisation. Et aujourd'hui, à l'échelle européenne, on arrive à compenser les intermittences par un réseau intégré. Monsieur Sonik. Mais écoutez, ça, ce qui manque dans le propos de M. Jadot, c'est le mot indépendance énergétique. Nous ne sommes pas d'accord qu'on essaye de nous pousser vers les achats d'énergie qui viennent des pays scandinaves ou de Portugal. Nous avons besoin d'avoir une indépendance énergétique. Quand vous parlez d'indépendance énergétique, c'est État par État ou c'est pour toute l'Union européenne? Parce qu'après tout, si on pouvait se fournir de l'énergie entre l'Europe du Nord, l'Europe du Sud... Oui, mais pour ça, il faut construire de nouveau l'Union européenne sur les bases de solidarité énergétique. Comme on a commencé par l'Union de charbon... et de l'acier. Oui, de l'acier. Maintenant, il faudra faire ensemble des achats d'énergie. Alors pourquoi pas? Est-ce que vous seriez pour cette Europe de l'énergie, finalement? Oui, non, je suis pour, mais ça va pas se faire tout de suite. D'accord. Donc, entre-temps, il faut que chaque pays travaille à son indépendance énergétique. Exactement. Et pour vous, cette réponse, c'est quoi? C'est le nucléaire, c'est le charbon, c'est le gaz de schiste? Le mix, bien sûr. C'est un cocktail un peu explosif, on va quand même reconnaître. Oui, exactement. Oui, oui, le 3, bien sûr. C'est les 3. Oui, donc, pour vous, les énergies renouvelables, en gros... Aussi, oui, le 4e. Oui, les énergies renouvelables, parce qu'on participe quand même dans le grand plan de 20% 2020. Mais ça, ce qu'on ne veut pas, qu'on essaye de nous imposer par les voies administratives européennes, les buts qui sont intenables dans le cas de la Pologne, de réduction de CO2. Je voudrais justement que l'une des personnes que l'on a vues dans ce reportage avait une question directe à vous poser. Je souhaiterais qu'on l'écoute. Il y a un manque de coordination entre les pays membres en ce qui concerne les énergies renouvelables. C'est pourquoi il est souvent difficile, quand on est chef d'entreprise, de se projeter à moyen et long terme. Sera-t-on fixé sur la stratégie mise en place par Bruxelles pour développer le renouvelable? Monsieur Sonik, alors justement, est-ce qu'on pourrait être fixé, nous demande cet entrepreneur, sur la stratégie globale de Bruxelles sur la question des énergies renouvelables? D'abord, il faut commencer par voir comment ça se passe dans chaque pays. Il y a une centaine de stratégies différentes dans les pays membres sur l'énergie renouvelable. Et maintenant, on nous pousse encore jusqu'à augmenter le pourcentage d'énergie renouvelable. Et si on regarde le cas de la France ou l'Allemagne, il y a certaines politiques énergétiques renouvelables qui se sont compromis. Alors, il faut montrer le meilleur exemple et donner une certitude aux investisseurs et aux gens aussi que ça ne va pas dans 3 ans, on va nous dire non, ça c'est déjà vieillot, ça n'a pas marché. Oui. Alors justement, monsieur Jadot, je vous en prie, monsieur Sonik. Je voulais juste dire que l'Union européenne ne peut pas faire le chevalier seul sur cette lutte contre le changement climatique. Nous, du côté polonais, nous défendons l'accord global
avec les États-Unis, avec les Indes, avec tous les grands émetteurs de CO2. De gaz à effet de serre, bien sûr. Justement, pour rebondir sur ce que disait M. Sonik, à quoi ça sert finalement que l'Europe cherche à descendre ses émissions de gaz à effet de serre de 20%, de 30%, de 40%, à partir du moment où la Chine ou les États-Unis refusent de se plier, je dirais, à ce qu'ils considèrent comme un diktat? Il y a certains qui jouent le rôle des prophètes. Non, en même temps, si vous voulez, faut voir que la Chine agit beaucoup aujourd'hui sur la question climatique. La Chine est aujourd'hui le plus gros émetteur mondial. Mais dans l'histoire, c'est pas la Chine. Ce qu'il y a déjà dans l'atmosphère, c'est d'abord les États-Unis et l'Europe. Donc on a une responsabilité historique. On a aussi une responsabilité historique à prendre le leadership sur la lutte contre les changements climatiques pour entraîner l'ensemble des autres pays de la planète. C'est aussi le rôle historique de l'Europe sur la question des droits fondamentaux, sur la question de la démocratie. Il faut le faire. C'est à Paris que se tient la grande conférence internationale sur le climat en 2015. Donc il faut que l'Europe soit exemplaire. Mais là, l'Europe est en train de patiner, est en train de s'immobiliser sur son paquet climat-énergie 2030 qui pourrait être décidé, dont les objectifs pourraient être décidés au sommet européen. Donc c'est du 20 et 21 mars. Et 21 mars. Et on voit malheureusement que la France n'est pas dans le bon camp. Aujourd'hui, la France veut participer à un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais ne souhaite pas avoir un objectif contraignant fort sur les énergies renouvelables, parce que la France n'a pas encore décidé si elle raccroche au vieux monde, avec malheureusement la Pologne, la Grande-Bretagne, qui ne veulent pas des énergies renouvelables, ou qui veulent surtout faire du nucléaire, du gaz de schiste, et choisir plutôt le camp de l'Allemagne, qui, c'est un consensus politique, économique, d'aller vers les énergies renouvelables et tout ce que ça offre. Oui, et en passant par le charbon quand même. Non, mais attendez, le charbon, moi je suis contre le charbon. Oui, mais la situation en Allemagne aujourd'hui, excusez-moi, c'est parce que le charbon est pas cher, parce que l'Europe est déficiente sur sa capacité à taxer le CO2, notamment parce que des pays comme la Pologne s'y opposent, que le charbon remplace le gaz. Le charbon ne remplace pas le nucléaire. Le nucléaire est remplacé aujourd'hui par les énergies renouvelables et les économies d'énergie. Et ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est le combat titanesque qu'il y a en Europe aujourd'hui entre un système où c'est des grandes entreprises multinationales qui décident pour nous de l'énergie, qui prennent la rente, ou comme en Allemagne et ailleurs, des citoyens qui économisent l'énergie et produisent ensemble des énergies renouvelables dont ils ont besoin. C'est un retournement complet du système énergétique qui se joue. En général, je proteste quand la Pologne est toujours une mauvaise garçon de la classe. Là, vous avez quand même organisé un sommet du charbon en même temps que le sommet climatique, c'était gonflé quand même. Alors, Monsieur Sonik, dernière question, parce que malheureusement on arrive à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous attendez de ce Conseil européen qui aura lieu sur ce paquet énergie-climat? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que l'Europe baisse à l'horizon 2030 de 40% ses émissions de gaz à effet de serre? Écoutez, moi je pense qu'il faut choisir un seul but. Je pense que 40 c'est trop, mais disons 35. Et après, chaque pays sera libre de choisir son propre voie d'arriver à ce but. Donc pour vous, en fait, pour la Pologne, en l'indépendance au pays, et surtout utiliser ce que nous avons parlé d'efficacité énergétique. Sur ça, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et peut-être un jour cette Europe de l'énergie que vous prenez, effectivement. Merci messieurs, je suis désolée, le temps nous était compté. Nous, on se retrouve la semaine prochaine à Bruxelles. Bonne suite de programmes sur les chaînes parlementaires.